votre magazine hebdomadaire consacré à l'environnement aborde aujourd'hui comme sujet le modèle du développement lié à l'exploitation forestière industrielle dans le district de Mongala. Nous en parlons avec M. Raoul Mosemboula, il est coordonnateur national de Greenpeace. Né à Nyoki, dans le Maïndombe, marié et père de nombreux enfants, Raoul Mosemboula est biologiste de formation et a obtenu nombreux diplômes d'études supérieures, dont un en management des territoires et forêts tropicaux et un autre en hydrobiologie. Chargé de campagne forêt chez Greenpeace Afrique, Raoul a travaillé au Sénégal comme chargé de communication, comme chargé de campagne océan, avant de revenir en RDC comme directeur pays. Il a aussi travaillé dans le projet ProRoute comme expert en études d'impact socio-environnementaux. Raoul Mosemboula a été aussi, successivement, expert RGS sur la gestion des ressources naturelles, expert et président de l'ONG EcoDead. Il a travaillé avec le projet IRM USAID, où il a été coordonnateur du projet Pêche. Tour à tour consultant national sur les études du secteur informel du bois avec la Banque mondiale. Il a participé à plus de 100 conférences dans le monde sur les poissons et les forêts et visite régulièrement les 5 continents du monde. Raoul est membre du Comité international sur la survie des espèces de poissons d'eau douce, de l'UICN, et collabore avec le musée américain sur Congo Project. Il a à son actif 8 publications, dont une sur les poissons du parc national de Salonga, une autre sur les poissons de la rivière Ntsele. Raoul possède 2 diplômes approfondis hormis sa licence en sciences biologiques et prépare actuellement sa thèse sur les poissons avec le musée américain de l'histoire naturelle de New York City aux États-Unis et l'université de Columbia, couplée à l'université de Kinshasa, où il est chef de travaux en département de biologie. Monsieur Raoul Mosemboula, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci madame d'avoir accepté de nous recevoir. Alors première question, Greenpeace a fait bouger l'actualité du secteur environnemental dans tous les sens, mais après un certain moment on ne vous sent plus. C'est quoi le problème? Non, nous sommes là, nous continuons à faire notre travail et vous savez, pour bien sauter, il faut reculer un peu. Nous sommes en train de rassembler un certain nombre d'informations, ce qui fait que notre second bulletin va apparaître très bientôt, et je crois que c'est du boom. Sinon, nous faisons notre travail, surtout au niveau international, et je crois que si tu suis les médias au niveau international, et là, ça marche. Vos attributions, tout se passe bien comme prévu? Oui, on y va. Alors, il y a une thématique qui nous tient à cœur aujourd'hui, le modèle du développement lié à l'exploitation industrielle forestière dans le district de Mongala. Vous n'avez pas été à Kinshasa pendant un certain moment. Et quelle est la perception que vous faites tout de suite de cette thématique? Oui, en fait, je reviens d'un très long voyage dans les districts de la Mongala, où j'ai visité successivement les territoires de l'Issala et de Bumba, dans ces districts, où il y a apparemment 4 à 5 sociétés industrielles qui coupent le bois dans les forêts de ces districts. Mais en réalité, je suis un peu déçu. Bon, on va me dire que j'ai toujours été déçu. Je suis un peu déçu de voir qu'après autant d'années d'investissement dans la coupe, mais le modèle de développement est quasiment nul, quoi. Surtout si je vois... Lorsque vous dites nul, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à ce que les forêts, ce que les villages étaient avant l'exploitation et ce qu'ils sont actuellement. 10 ans, par exemple, pour le cas d'une entreprise qui a coupé au niveau du territoire de Bumba, 10 ans après, avant que la société ne quitte. Donc, on est allé visiter après son départ, il n'y a rien du tout. Quand je dis rien du tout, ça dit là, les choses sont comme elles étaient, mais avec la seule différence que non, les populations n'auront plus des arbres à chenilles. Les arbres à chenilles ont été coupés. Certains arbres coupés ont été abandonnés. Et je me disais à un moment que non, les populations deviennent plus pauvres qu'avant l'exploitation, au lieu d'être plus riches, comme on nous les fait croire ici à Kinshasa. Alors, comment doit se faire l'exploitation industrielle forestière selon vous? Oui, l'exploitation forestière industrielle
doit suivre les normes. C'est-à-dire quelles sont ces normes? Oui, le pays a un code forestier et à ces codes, il y a des mesures d'application. À ces mesures, il y a des arrêtés de mise en œuvre, il y a la réglementation même. Actuellement, par exemple, après on est vers la fin. Je ne peux pas dire que non, c'est fini parce qu'on n'a pas encore les résultats finaux du processus de conversion. À l'issue de ce processus, c'était clair que les clauses de cahier des charges devaient être signées et que les entreprises devaient les honorer. Et qu'avant ça, il y avait des accords qui étaient signés, ce qu'on appelle les cahiers des charges, entre les communautés locales et les sociétés forestières. Mais en réalité, la plupart des sociétés signaient juste pour bonne intention, mais quant aux réalisations, il n'y a rien du tout. Je crois que nous avons ramené un petit documentaire de cette mission que nous avons faite dans ces districts. On le prendra. Oui, mais quand vous écoutez ce que les gens disent, et quand vous-même vous pouvez vivre ça, et ça fait fâcher, quoi. À qui la faute? À qui la faute? Oui, la faute doit être partagée. Je me dis, d'abord, c'est la mauvaise volonté des exploitants eux-mêmes, parce que lorsque vous signez des accords avec les communautés, vous dites que vous allez construire une école, et cette école sera meublée. Il faut que pendant que vous coupez le bois, parce que c'est une affaire, c'est un capital, nous savons ce qu'ils en font comme argent. Donc, il faudrait qu'à la fin de l'exploitation, même avant la fin, de respecter au minimum, n'est-ce pas, les accords tels qu'ils ont été signés. Mais il y a aussi la part de l'administration forestière. L'administration forestière qui est censée faire le suivi de ces accords, qui est censée suivre comment est-ce que le bois est coupé et qu'est-ce que la communauté gagne jusque-là, ne fait pas bien son travail. Et je me dis, est-ce que c'est la faute des populations? Non, parce que les populations ne font que subir. C'est-à-dire, souvent, elles ne savent pas... Donc, quelque part, il n'y a pas aussi des contraintes pour ces exploitants? Je ne pense pas qu'il y en a une, parce qu'une qui quitte les districts de la Mongala pour aller à la Tchapa facilement, sans que personne ne puisse vérifier qu'est-ce qui s'est passé dans les districts de la Mongala, et on lui laisse la voie d'aller dans les districts de Tchapa. Là, la société fera les mêmes bêtises, le même chose, et parce qu'elles savent que non, il n'y a rien du tout. Ouais. Alors là, déjà, c'est un crime non seulement écologique, économique, mais aussi social, parce que là, vous nous parlez des clauses sociales qui ne sont pas respectées vis-à-vis des communautés. Non, mais il n'y a pas seulement en ces termes de crimes, mais il y a aussi des problèmes très sérieux. Il y a eu des conflits, il y a eu des arrestations. Il y a des gens qui ont été arrêtés simplement parce qu'ils voulaient ils voulaient dire un mot par rapport à ces cahiers des charges. Oui, pour revendiquer les droits. Ils sont allés en prison. On s'est dit, nos compatriotes qui doivent mettre nos autres compatriotes en prison juste parce qu'ils doivent réclamer la qualité des tôles qui était convenue dans les accords avec un exploitant forestier. Et à un moment, ça se sent les ridicules, quoi. Mais il y a aussi un problème. Est-ce que ces communautés sont préparées à l'élaboration des différents cahiers des charges? Parce que vous êtes activiste dans le domaine. Est-ce que vous les préparez pour qu'ils ne se fassent pas facilement rouler? Oui, le problème, c'est qu'il y a un principe que nous, à Greenpeace, nous sommes en train de militer pour que ça devienne, en fait, une clause dans un sens général lorsque les accords doivent être signés entre les exploitants et les communautés locales. C'est ce qu'on appelle les FPIC. C'est-à-dire, on doit laisser les communautés le temps d'être informées au préalable et de mettre leur consentement, d'accepter qu'ils sont d'accord, qu'elles sont plutôt d'accord avec ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Non seulement que nous, au niveau de Kinshasa, souvent nous ne savons pas quand ça s'est fait, mais il y a des accords qui étaient signés avant 2010, par exemple. Ce sont des accords qui étaient signés la nuit, où on prenait un véhicule pour aller prendre quelques personnes dans le village. Est-ce que vous avez des preuves? Madame, je suis informé comme ça que je suis pas... Je n'étais pas à Kinshasa, comme vous le dites. Je vais sur le terrain. Moi, je parle avec... Je suis la nuit dans le village pour parler avec les gens. Et les gens m'expliquent. Oui, mais
le problème, c'est que les gens... Oui, mais parce que les gens doivent aller au champ, je les attends. Et tu sais, c'est la nuit qu'on parle bien avec les communautés qui sont rentrées des champs, qui font la cuisine, et je mange avec eux. C'est quand j'apprends beaucoup de choses. Vous voyez, on vient choisir quelques personnes, pour la plupart, qui ne comprennent pas beaucoup de choses, même pas les Français. Les accords se font en français, avec les gens qui peut-être ne savent pas du tout... Obligatoirement, cela se fait en français? Oui, mais les accords que nous avons, je ne sais pas si vous allez me montrer un accord qui a été, un cahier de charges qui a été signé à Lingala. Bon, ce serait une nouveauté, mais ce sont des choses qui se parlent en français avec les gens qui ne sont pas préparés et qui n'ont pas du tout d'argument. En fait, ils n'ont pas été préparés. On n'a pas eu le temps de les préparer. Et c'est ce que nous disons, que désormais, on doit préparer ces populations à faire face aux exploitants mieux outillés en cette matière de négociation. Quand les préparer, parce que maintenant, là, ils subissent, au fait. Oui, mais le problème, c'est que c'est pourquoi les populations redoutent toujours, reviennent toujours sur les accords signés. Et tant que le consentement libre, préalable libre, ne sera pas mis en application dans la signature des accords, on ira de conflit à conflit. Les gens qui ont signé quelque chose aujourd'hui, 2 semaines, 2 mois, 1 an après, disent que non, ils ne sont plus d'accord, ils sont en train d'être roulés par l'exploitant. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas été informés et ils ont signé des choses qu'ils n'ont pas compris. N'ont pas compris. Alors, qu'est-ce qui anime aussi ces exploitants forestiers pour ne pas respecter ces différentes clauses sociales signées avec les communautés, selon vous? Bon, je pense que de un, ils ne sont pas soumis à une pression de quelque nature que ce soit, sauf qu'actuellement, Greenpeace et un certain nombre d'organisations, tant nationales qu'internationales, sont en train de pousser sur la certification. C'est-à-dire, nous poussons pour la certification qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient respectés. Et avec ça, je crois, les entreprises qui veulent bien vendre leur bois au niveau international, dans le marché international, seront obligées, n'est-ce pas, de respecter ces engagements pour qu'en fait, qu'elles aient les certificats. Alors, parmi ces critères, il y a moyen de nous énumérer quelques-uns? Oui, mais c'est entre autres, il y a plusieurs critères, mais c'est entre autres le respect, par exemple, des cahiers de charges, le respect des engagements, le respect de la réglementation en matière d'exploitation forestière du Congo, parce que la loi existe. Pour couper du bois, on doit avoir un permis, on doit couper les essences qui sont dans le permis, on doit couper les volumes qui se trouvent dans le permis. Donc, respecter le volume. Oui, pour couper, par exemple, du bois, des essences qui sont listées sur CITES, on doit avoir un permis de coupe spécial. Ce sont des choses, tout un tas de choses qui font que la légalité et la traçabilité du bois coupé puis être acceptée au niveau international sur le marché. Alors vous avez dit que la responsabilité était partagée. Nous savons que dans l'exploitation forestière, il y a aussi non seulement des devoirs, mais aussi des droits. Il y a ces exploitants qui doivent s'acquitter des certaines obligations, entre autres, par exemple, les taxes des superficies, vous avez les taxes de reboisement. Est-ce que tout cela est respecté et mis en œuvre lorsqu'on aborde cette question? Oui, mais bon, ça c'est vraiment, madame, une question à poser au secrétaire général à l'environnement. Mais à ma connaissance, parce que j'ai lu, récemment, j'ai lu les rapports que l'ONG Global Witness a publiés en matière de paiement des taxes. Je crois qu'il y a un problème. Mais hier encore, je discutais avec... Mais déjà, par rapport à cette question, nous avons invité le ministère. Le ministère n'était pas d'accord avec ce problème, n'était pas d'accord avec cette publication, d'autant plus que Global Witness n'était focalisé que sur les taxes des superficies et omettant les autres. Oui, mais le ministère ne peut ne pas être d'accord, mais on n'a jamais vu une mission du ministère qui vient nous expliquer qui paye quoi en termes de taxes. Le Premier ministre nous l'a dit clairement. La contribution du secteur d'exploitation forestière est pratiquement presque nulle. Mais personne ne vient nous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe, parce que les bois partent en Europe. Hein? Si vous êtes au port de Matadi pour voir combien de conteneurs de bois vont en Europe, ça fait peur. On ne comprend pas. Ils ne peuvent... Quand le ministère... Vous n'êtes pas ministre de l'Environnement, mais du moins vous êtes activiste dans le domaine. Et quelles sont les quelques pistes de solutions que vous pouvez proposer? Oui, je pense que on doit ensemble parler de l'administration forestière. Ça ne doit pas être quelque chose de cache-cache ou quelque chose de... Nous ne devons pas avoir honte
de dire qu'il y a un problème. Il faut renforcer les capacités des gens. Il faut augmenter le nombre des agents dans ce ministère, surtout dans les zones forestières, là où il y a assez de forêts, là où il y a assez d'exploitation. Je pense qu'il y a un problème de renforcement des capacités. Je pense qu'il y a un problème du nombre même des agents qui... l'équipement aussi. L'équipement, oui, quand on parle de renforcement des capacités, on voit tout ça. Et parce qu'apparemment, il y a beaucoup de jeunes ingénieurs qui sont là et qui ont besoin du travail, qu'on peut former pour aussi bien faire le travail. Mais il y a aussi un problème en termes de la conscience patriotique. Nous devons avoir la conscience, nous devons tout faire pour éviter la corruption. Nous devons faire un effort pour que nous puissions ensemble faire les choses de manière à ce que tout soit pour le pays, pas pour les intérêts individuels. Donc pour le pays. Sans cette conscience, cette bonne conscience, ça sera très difficile pour un secteur comme l'exploitation, le secteur forestier d'avancer. Mais je vous dis qu'il y a de l'argent dans ce secteur. Alors qu'est-ce qui favoriserait la corruption selon vous dans ce secteur? Oui, mais la réglementation est là. Un Sénégalais me disait même, j'aime toujours le dire que non, les Congolais ont les écrits le meilleur sur papier, mais qui ne respectent pas. Donc nous avons des bons écrits, nous avons la réglementation, les Congolais vous écrivent très bien, mais c'est le respect des règles. Lorsqu'on respecte les règles, lorsque l'administration fait son travail légalement, je pense que nous pouvons éviter. Mais pour éviter vraiment la corruption, c'est comme je t'ai dit, c'est un problème de conscience. C'est un problème de conscience, c'est un problème de nation. C'est pas le contexte aussi qui favorise tout cela? Oui, mais le problème c'est que si vous voulez être coordonnateur provincial de l'environnement, si vous savez que les salaires pour un coordonnateur de l'environnement est 50 000 francs, si vous l'acceptez, travaillez. Si c'est un problème de salaire, mais les gens savent. Parce que l'argent pris pour la corruption est une infraction. Lorsqu'on vous prend, on vous arrête. Normalement, la justice doit s'intéresser à ce genre de personnes. Je pense que les problèmes sociaux du fonctionnaire du secteur forestier doivent être différents de la façon, de la conscience professionnelle. Parce que c'est un secteur tellement délicat qu'il faut que des gens consciencieux puissent faire le travail. Alors, M. Raoul Mosembula, nous allons quitter Kinshasa pour l'Issala. Quelques minutes, essayer de voir la réalité sur le terrain. On se retrouve juste après avec cet élément. La conservation de la nature est définie comme un ensemble de mesures de gestion permettant une utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes forestiers. Le bassin du Congo abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Une partie considérable de ces forêts se trouve en République démocratique du Congo où plus de 60% de sa population y dépend et aussi les exploitants forestiers, artisanaux et industriels font leurs affaires. Mais sur le terrain et dans la plupart des zones forestières industrielles, les tableaux restent sombres suite aux conflits sociaux créés entre les communautés locales et les différentes sociétés d'exploitation des bois. Ces conflits dans des concessions forestières industrielles provoquent jusqu'aujourd'hui les mésententes, les atrocités, y compris des atteintes aux droits de l'homme, des arrestations et d'autres cas de violence. Sans oublier les engagements pris entre les sociétés d'exploitation de bois et les différentes communautés par rapport au cahier des charges. Dans la province de l'Équateur, plus précisément dans le district de la Mongala, dans le territoire de l'Issala, où nous avons effectué une descente sur le terrain, dans le cadre de ces reportages, ces cas sont fréquents dans cette partie de la RDC. Dans la localité de Mombilo-Mopita, groupement Mondunga, une jeune femme aurait été victime de viols des travailleurs d'une société forestière qui exploite dans ces coins. Jusqu'aujourd'hui, les dossiers se trouvent entre les mains de la justice. Dispensaire en tout cas moi été likama kutu ese na kati biloko na biso ya bilanga ndenge kopani ekoto enyata ba misusu oyebi ke biso na village toze na biloko ebele oyo tozolesa nango neti ville alisaleza ali bakwanga bambuma biloko kokesene kilikili kuiba nzete na biso akati na bajaser ti lelo ata 10 francs likolo nango te ti lelo loka na koto boloko na makambo yango ya sikubande na zonga ti
nanu babengisi ngai te to na comité to suivi to en tout cas eloko moko te en tout cas na baréunion na ntango basalaka babengisaka biso ba chef de la localité te. Alors, conflit entre la communauté, il y a grincement des dents, il y a mécontentement, beaucoup de choses. Comment vous ressentez déjà cette façon de voir les choses après cette vidéo? Oui, le problème c'est que c'est comme je le disais, lorsque les gens ne sont pas préparés, ne sont pas bien préparés à signer les accords, ils reviennent sur leurs mots quelques temps après, lorsqu'ils vont se sentir qu'ils ont été trompés. Et que ce qui se passe, c'est que lorsque, par exemple, on dit que non, on va, dans les accords, on dit que non, on va construire une école meublée avec des tôles BG28. Et que l'exploitant, quand il viendra, il amène en fait des tôles. Mais il amène les tôles, même pas BG34, il amène des tôles juste qu'on utilise pour faire les clôtures de grandes constructions. Les populations qui connaissent la qualité des tôles révoltent. Et il y a aussi des conflits qui sont dus juste le fait que, même si la société, l'exploitant a la bonne volonté de bien faire le travail, mais il ne respecte pas les échéances. C'est ça le vrai problème. Les populations qui voient les bois être évacués de leur village, mais qui en revanche attendent impatiemment, ils disent que non, mais c'est gare, il va vider toute la forêt avant de nous produire les bancs qu'il a promis. Donc, c'est aussi les délais. Mais toute la forêt, est-ce qu'ils songent également au reboisement, par exemple? C'est ça aussi le grand problème. Oui, mais la même question... C'est encore facile, oui. Mais s'il faut voir la croissance de ces essences, ce ne sont pas toutes ces essences qui croissent aussi rapidement. Oui, mais cette question, quand tu la poses à un exploitant, il dit qu'il lui paye des frais. Il y a une taxe de reboisement qui paye. Il y a un service de reboisement. Et c'est en fait une question que nous pouvons poser à ces services. Est-ce que le reboisement doit se faire là où les bois ont été coupés, ou le reboisement doit se faire dans les plateaux de Bateke, même si on a coupé les bois à Kisangani? C'est la vraie question qu'on doit poser à ces gens. Oui, mais si on a coupé le bois dans une zone à Kisangani, à l'Équateur par exemple. À l'Équateur, mais je pense que non, il faut aller reboiser sur place. Ça ne sert pas d'avoir des projets pilotes au plateau de Bateke. Là, vous faites allusion à Mampo. Oui, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que si un exploitant paye les taxes de reboisement parce qu'il a déboisé quelque part, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de commencer d'abord à reboiser là où on a déboisé, que d'aller reboiser là où on n'a pas déboisé. Oui, mais bon, là, l'État pouvait avoir de moyens pour reboiser les superficies herbeuses du pays, mais moi je pense que non, le reboisement doit se faire là où il y a eu déboisement. Alors, lorsqu'il y a conflit entre communautés, comment vous vous prenez? Parce que vous revenez de l'Issala et déjà vous avez trouvé des pareils problèmes. C'était quoi votre solution? C'était quoi votre plan de contribution? Oui, nous travaillons avec les communautés locales au travers des ONG locales. C'est-à-dire qu'il y a des ONG locales que nous aidons dans le renforcement des capacités. Et quand il y a un problème qui se pose, nous discutons avec ces ONG pour voir quelle est la solution à apporter. Mais comme vous le savez, quand il y a un conflit, il faut que les deux parties discutent pour se mettre d'accord. Mais lorsque une partie approche l'autre et que l'autre refuse de venir, ça devient un problème. Très souvent, c'est quoi le nœud du problème? Oui, le nœud du problème, c'est comme je dis, soit c'est les délais dans la remise de biens aux populations, soit c'est la qualité de biens, soit qu'il y a eu un problème, par exemple, récemment, c'est une société qui va couper du bois dans les champs de paysans et que les paysans exigent réparation. Et la société qui accepte quand même, qui rédige, qui dit que non, la société reconnaît, mais un an après, la société ne fait rien. 2 ans après, les communautés revendiquent. Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. L'unique moyen que les populations utilisent à un moment pour se faire entendre, c'est d'utiliser le blocage de la route. C'est de bloquer quelques tronçonneuses.
Parce que même ces essences, il y a certaines essences qui nous aident aussi à voir les chenilles à une certaine période. Et vous savez que ce sont aussi des chenilles qui, sur le plan nutritionnel, qui ont aussi un grand rôle à jouer dans l'organisme humain. Oui, mais nous sommes dans des zones forestières où il se pose très souvent des problèmes de malnutrition qui sont en fait menés à fin par rapport aux protéines animales qui sont contenues dans les chenilles. Ça, c'est un contraste. Oui, beaucoup de nutritionnistes vont vous le dire. Les chenilles, c'est un bon produit, surtout pour les jeunes gens. Mais, et madame, écoute, les chenilles ne sont pas dans les districts de la Mongala uniquement utilisées pour les besoins en protéines animales. Mais c'est un grand commerce qui aide les populations à envoyer les enfants à l'école, à aller obtenir les soins de santé, des soins de santé primaires dans les centres de santé. C'est les chenilles. Imagine voir un bateau qui quitte Lissala, un bateau qui quitte Bumba, il y a autant de sacs de chenilles et qui ont une valeur marchande assez élevée à Kinshasa, et ils survivent, ils s'habillent grâce à ça. Mais lorsque nous devons aller exploiter dans de telles zones et que nous coupons du bois sans en contrepartie investir des choses, investir sur des biens qui peuvent aider la population, mais aussi abandonner ces bois. Nous avons vu des arbres à chenilles coupés et abandonnés. Donc l'exploitant quitte la zone, mais ces bois restent comme ça va pourrir là-bas. Pourtant, si ces bois étaient encore debout, ça allait continuer à produire des chenilles qui sont en fait des produits, comme je l'ai dit, à valeur marchande très élevée. C'est connu, ça aide les populations. Pourquoi couper? C'est là où je dis qu'il y a un problème. Est-ce que l'administration sait qu'il y a des sociétés qui coupent du bois comme ça, qui les abandonnent? Est-ce qu'il n'y a pas, la justice ne peut pas faire son travail? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des amendes pour ça, pour que dans le futur, des choses comme ça Même ne se passent? s'il y a des amendes, mais si ces amendes-là sont dérisoires, à quoi ça sert? Oui, je crois que c'est là aussi le problème, quoi. Il faudrait, je me le disais récemment, que la DCVI, qui est la direction qui fait les contrôles et la vérification interne, devra rehausser les amendes. Parce que si les amendes ne sont pas dissuasives, écoute, si je dois faire quelque chose qui me coûte 10 000 francs, 10 000 $, et que je dois payer 100 $ d'amende, mais je le ferai chaque jour. Je le ferai chaque jour. Je crois que nous devons avoir des amendes dissuasives comme dans d'autres pays, où juste le fait d'avoir dépassé 1 mètre cube, tu payes l'équivalent de 100 mètres cubes. Alors, selon vous, quelle est l'industrie forestière modèle dans le district de Mongala? Non, madame, actuellement, je crois que nous devons nous asseoir ensemble, la société civile, internationale, nationale, l'administration, la fédération des industriels de bois, la fédération des entreprises du Congo, l'association des exploitants artisanaux, pour qu'ensemble nous puissions voir quelle est l'alternative la meilleure à utiliser maintenant. Il faut qu'on change de modèle. Le modèle actuel, je te jure, a montré des limites. On ne peut pas parler de développement au moment où nous sommes actuellement dans les districts de la Mongala parce qu'il y a eu exploitation. Il n'y a rien du tout. Une exploitation qui ne profite pas aux communautés? Rien du tout. Il y a les quelques bâtiments inachevés qui, pour la plupart, tombent avant d'être utilisés, simplement parce que non, on a mis des tôles, on n'a pas élevé avec des briques, soit qu'on a mis des tôles, il y a des villageois qui mettent des tronçons de bois pour que les enfants, il n'y a pas de tableau. Je pense que nous devons aller dans un modèle qui respecte les communautés, qui respecte les engagements, qui croit, les modèles doivent croire que non, si ces forêts sont restées intactes, parce qu'il y a eu des gens qui les ont gardées, parce qu'on pouvait brûler des forêts, on pouvait faire... Il y a la gestion durable. Mais je pense aussi, avec les décrets des communautés, des forêts des communautés locales signés par le Premier ministre, je pense que, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer de voir comment on peut pousser pour voir qu'est-ce que les communautés elles-mêmes, avec l'aide de tous ceux dont je viens de citer, peuvent faire pour que nous puissions voir les développements, ne fût-ce que dans ces débits. Je ne dis pas que l'exploitation forestière en soi est mauvaise, mais ça sera le modèle de l'exploitation forestière qu'on a eu, par exemple, je l'ai dit toujours avec la Forestcom. Moi, je suis né dans la Forestcom, j'ai grandi, j'ai étudié là-bas, mais je crois que ces modèles-là n'étaient pas
n'est pas assez mal. Quand on loge les travailleurs, quand on paye pour les soins de santé des travailleurs, quand on paye pour le minerval des enfants de travail, quand on transporte, quand on respecte l'homme. L'homme doit être au centre des activités. Si l'homme est au centre des activités, je crois que même l'exploitant va bénéficier. Alors nous parlons de l'exploitation forestière. Il y a une coalition nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois. Vous faites partie de cette structure? Non, Greenpeace ne fait pas partie de cette coalition, mais je vous avoue que la coalition travaille et nous sommes vraiment en contact avec les membres de la coalition et nous suivons l'évolution de tout ce qui se passe, surtout qu'ils mettent leurs rapports souvent en public et que nous sommes copiés dans les échanges de mails entre les membres de la coalition. Nous ne sommes pas membres, mais nous suivons ce qui se passe. Pourquoi vous préférez travailler de façon isolée? Pourquoi ne pas vous allier aux autres et travailler ensemble, monter des stratégies efficaces pour essayer de changer la donne? Oui, en fait, le problème chez Greenpeace, c'est que c'est un problème d'indépendance. Greenpeace est une organisation indépendante, économiquement, politiquement, et nous voulons garder cette indépendance. Ça signifie quoi? Ça signifie pas que nous ne sommes pas dans les coalitions. Moi, je me réunis à chaque fois que les réseaux ressources naturelles se réunissent, je m'invite. À des moments, ils ne m'invitent même pas. J'ai lu le mail, j'appelle les cordeaux, j'appelle celui qui organise, j'arrive. Mais par rapport à la coalition, nous n'avons pas pensé utile, comme notre personnel a été réduit, de nous faire membres parce qu'on ne saura pas tout faire du coup. Mais c'est comme je te dis, j'ai les informations que Jean-Marie et Alphonse me donnent en cas de besoin et nous suivons, nous échangeons. Nous suivons ce qui se passe là-bas et c'est du bon travail qu'ils sont en train de faire. Alors, modèle du développement lié à l'exploitation forestière industrielle dans le district de Mongala, comment vous résumez pour terminer? Oui, je me dis que je revenais du groupement Monzamboli où je me suis fondu en larmes. Je me suis dit que l'exploitant est venu couper depuis 2004. L'exploitant quitte en 2013, 10 ans jour pour jour qu'il a coupé du bois. Et ce n'est pas n'importe quel bois. Dans cette forêt, il y avait beaucoup d'Aphomosia, un bois précieux. Et si je rentre, que je vois que non, tout ce que l'exploitant a commencé de faire